Monsieur Clément Nialet-Sossi voulait, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association. Salutations, salutations. J'ai suivi, j'ai écouté plutôt votre conférence de presse à Alger. À Alger, il y a une semaine de cela environ, j'ai patienté un petit peu pour cette réaction à vos propos préliminaires, à votre déclaration préliminaire lors de votre conférence de presse. Pour la conférence de presse elle-même, j'ai écouté une seule question. Une seule question. J'ai arrêté. Mon objectif, en réagissant à votre déclaration préliminaire, c'est d'abord de casser la peur qu'éprouvent les Algériens et tous les Africains face à des diplomates de votre rang. J'ai vu la liste de la série des fonctions que vous avez occupées, les fonctions occupées par une personne, cachent ou ne disent pas tout sur les succès et les échecs de la personne. Les emplois occupés sont différents des succès et des échecs de cette même personne. Vos emplois au sein du système international, sont assez balèzes. Donc, mon premier objectif, c'est de casser cette peur de mes compatriotes d'Algérie et de tous les Africains face à des personnes très bien introduites bien introduits dans les rouages internationaux. Mon deuxième objectif, c'est de mettre en pièces toute votre déclaration préliminaire. Lors de votre conférence de presse à Alger. Dès le début, je vous dis que vous avez été mandaté pour foutre encore de la pagaille en Algérie. Je ne pense pas, je suis sûr et certain que vous êtes au service d'organisations internationales non gouvernementales extrêmement puissantes qui utilisent les rouages, les organisations internationales, le rouage et certains fonctionnaires ou bien certains mandatés ou, comme vous, pour semer encore la pagaille dans des pays dits faibles, comme l'Algérie, ma patrie. Avant d'être l'État algérien, pour moi, l'Algérie est d'abord ma patrie. Donc, je répète, mon objectif, c'est de casser la peur des Algériens face à des fonctionnaires de votre rang. Deuxièmement, c'est pour découper en pièces tous vos mots. Par correction, j'éviterai votre deuxième nom. Donc, je dirais tout simplement Monsieur Clément Voulet. Monsieur Clément Voulet, avez-vous ramené dans vos bagages ma lettre à Tuck Volker, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies à Genève? Je dis bien, dans vos bagages, avez-vous ramené une copie de ma lettre au haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU?
Première question. Ma question vous dit que plus qu'un intérêt, c'est une préoccupation. Les droits de l'homme en Algérie sont une préoccupation majeure pour moi. Dans mon pays de naissance, l'Algérie, dans ma patrie, j'étais membre de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, dirigée à l'époque par Maître Houssine Zahouane. Dirigée à l'époque par Maître Houssine Zahouane. Les deux fondateurs de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, que sont M. Hussein Aït Hamed et Ali Msili, assassinés à Paris, sont des figures, des hommes qui marquent mes actions. Loin de moi la prétention de les égaler ou de faire autant qu'eux, ou de réussir ce qu'ils ont réussi. Mais ma prétention est de faire ce que je peux pour mes compatriotes d'Algérie, de toute l'Afrique du Nord et de tous les Africains. En matière des droits de l'homme, même de la nature. Ça, c'est clair. Après mon message pour vous, monsieur Clément Voulet, je commenterai d'une manière un peu plus décontractée, un peu plus zen, le livre écrit par 2 prix Nobel d'économie en 2019. C'est ce livre que je commenterai, mais d'une manière plus décontractée, plus zen, etc. Probablement en parlant de ce livre, La Deuxième Guerre mondiale, de John Keegan. Ai-je travaillé sur les droits de l'homme en Algérie, sur les droits de l'homme? Oui. Donc, avant de vous donner quelques sujets que j'ai traités, dans le cadre, dans le domaine des droits de l'homme, je voudrais d'abord commencer par vous dire que vous, monsieur Clément Voulet, vous faites partie de ces fonctionnaires internationaux d'extraction africaine qui enfoncent l'Afrique. Vous faites partie de ces fonctionnaires d'extraction africaine qui enfoncent l'Afrique. J'espère que vous réagirez à mon propos. J'espère que vous, en tant que rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur les 2 sujets-là, le droit de réunion pacifique et d'association, j'espère que vous ferez le nécessaire pour que je vienne à Genève et m'exprimer devant le comité, devant les membres du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Genève. Voilà. En matière des droits de l'homme, personnellement, je travaille sur
la modification du traité de Rome pour inclure dans la violation des droits de l'homme les fiducies monétaires. Mais malheureusement, l'état dans lequel se trouve mon pays, l'Algérie, l'état dans lequel se trouve toute l'Afrique du Nord, l'état dans lequel se trouve toute l'Afrique, m'oblige à sacrifier mes sujets, les thèmes, mes objectifs au profit, comment on dit cette expression, complètement débile, complètement idiote, au profit des sujets de l'heure. Je travaille sur ça, je travaille sur l'amendement du traité de Rome. J'ai envie de travailler avec le CIPRI de Stockholm pour la redéfinition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Voilà. Quand Hussein Ahmed a parlé du droit d'avoir des droits, cela s'est produit en Algérie, les années 90. J'étais un peu dubitatif. Par la suite, je me suis rendu compte, après mon installation à Montréal, que c'était un sujet extrêmement noble, sérieux et complexe à la fois. Quand j'ai vu des compatriotes africains, essentiellement des enseignants et professeurs dans des universités canadiennes, travailler sur la divulgation de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara, en plus d'être heureux, bien sûr. J'étais jaloux, parce qu'il y a énormément d'assassinats qui meurent, même si les auteurs de ces assassinats ont été identifiés par des témoignages, par des analyses, par des études, par des assassinats en Algérie, demeurent non inquiétés. D'un point de vue théorique, grâce à une Algérienne d'exception, j'ai travaillé sur les impacts économiques de Tamazight, identité algérienne, élément central, fondamental, le noyau de l'anthropologie algérienne et nord-africaine, dans la perspective du respect des droits de l'homme et des principes du développement durable. Ce mot durable, vous l'avez utilisé à toutes les sauces dans votre déclaration à la presse. Vous l'avez utilisé à toutes les sauces. Le mot durable. Donc, en termes de... J'ai abordé les impacts économiques d'une langue, Tamazight, à l'Université de Montréal. C'est-à-dire, pas dans la rue ou dans un café. C'est-à-dire dans un cadre canonique. J'ai approché les droits économiques, sociaux et culturels d'un pays avec l'indice des prix à la consommation. Donc, je me situe loin de votre baratin. Je reviens au droit d'avoir des droits. Même si personnellement je l'ai appris grâce à Hussein Ahmed,
J'ai découvert par la suite, grâce à mes lectures, que Hannah Arendt, en citant l'Algérie dans son livre L'affaire Eichmann, a parlé de ce droit d'avoir des droits. Mais je dois ajouter encore que j'ai travaillé le manuscrit, je dis bien le manuscrit des crimes en dépossession, écrit par 2 Canadiens. En revenant au droit d'avoir des droits, maintenant, sans avoir la certitude sur le prénom du premier penseur à avoir abordé cette question, je sais qu'il s'agit d'un Alvaro, du Panama. Mais j'ignore s'il s'agit de Ricardo Alvaro ou bien de Rufia Alvaro. Voilà. Ça, c'est pour les droits, non. Votre sujet a été, le droit. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association Fin juin, début juillet, j'ai passé 9 jours en Norvège. 9 jours. J'ai quitté la Norvège le 9e jour pour revenir au Canada, pour rentrer au Canada. J'ai dit rapidement que si la Norvège fonctionnerait de la même manière qu'elle fonctionne actuellement, mais sans gouvernement, les Norvégiens méritent de vivre sur une autre planète. Je répète, si la nation norvégienne fonctionnerait comme elle fonctionne actuellement sans gouvernement, et si il était possible, les Norvégiens ont le droit de vivre sur une autre planète. À une autre occasion, j'expliquerai et j'argumenterai mon affirmation. Qu'ai-je fait en Norvège? J'ai essayé de secouer l'incarcération d'Ersan El-Khadri. Je vous le dis maintenant, je vous le dis pour question d'honnêteté. Ersan El-Khadri, le journaliste condamné à 7 ans de prison, est un frère pour moi. Donc ça, c'est le côté affectif. Mais dans ma nature, quand j'aborde ce genre de sujet, je suis froid, je suis de marbre, je suis de glace. C'est-à-dire, ce que je dirais à propos d'Ersan El-Khadri, qui est mon frère, sera valable pour tous les autres. Voilà. Donc, j'ai essayé de secouer l'incarcération, l'injustice, le crime dont est victime Ersan El-Khadri à Oslo. J'ai contacté, sans succès, la maison, the Foundation House of Human Rights. Je préfère le dire en anglais. À Oslo, à 2 reprises. Je me suis déplacé à 2 reprises pour
essayer de déclencher une dynamique autour du crime en privation de liberté d'Ersan El-Qadi, innocent. Parce que le chef d'accusation ne tient pas du tout la route. Je l'ai dit dans mes interventions précédentes, que je vous invite à écouter. Et j'ai essayé de secouer un petit peu l'assassinat du démiurge, du thaumaturge algérien, Lounas Mahtoub. C'est un échec lamentable que j'ai essuyé. Alors. Sauf que maintenant, je dois préciser que la Fondation des droits de l'homme à Oslo, the House of Foundation of Human Rights, fait partie d'un réseau qui a été fait partie d'un réseau dirigé à partir de New York. Même si je l'avais appris dès le début. Bon. L'essentiel, pour moi, c'est de tenter de faire bouger un petit peu, de faire prendre conscience, bien d'informer l'opinion publique, certaines organisations internationales, et l'opinion publique norvégienne sur ces deux cas. Ersan El-Qadi et Lounas Mahtoub. Qu'ai-je fait de spécial encore à Oslo? J'ai écrit une lettre à l'ambassadeur d'Israël en Norvège pour lui proposer d'entamer des discussions informelles qui pourraient déboucher sur un dialogue, lesquelles, discussions plus dialogue, pourraient déboucher sur une négociation entre l'Algérie et Israël. Pas dans le but d'une normalisation des relations entre l'Algérie et Israël, mais dans le but de construire des relations entre l'Algérie et Israël. Je vous rappelle que j'ai utilisé les 3 mots essentiels: discussion informelle, dialogue et négociation. C'est-à-dire, on doit négocier comment seront les relations entre l'Algérie et Israël. Voilà maintenant le topo. Maintenant, je reviens à votre déclaration préliminaire, déclaration lors de votre conférence de presse. J'étais estomaqué par votre utilisation du mot société civile, sans la définir. S'agit-il d'une société de la société civile telle que l'auraient compris ceux qui étaient présents lors de votre conférence de presse, ou bien telle que le comprennent les Algériens? Vous avez utilisé le terme d'opinion publique. C'est encore pire que société civile. En Algérie, et dans toute l'Afrique, je le dis, je le répète, et vous pouvez le répéter là où vous voulez, qu'il n'existe point de société civile, qu'il n'existe point d'opinion publique. Voilà. Donc, votre usage de ces deux mots, société civile, qu'il s'agisse de l'expression société civile dans son sens le plus bateau, ou qu'il s'agisse de l'expression société civile selon Jürgen Habermas, plus l'expression opinion publique, vous en avez fait une salade difficilement gobable. Ça, c'est le truc.
La première question qui vous a été posée, c'est avez-vous visité les prisonniers, les détenus? Votre réponse a été un non. Vous n'avez pas rendu visite aux détenus algériens. Maintenant, on va être un peu plus carré là. Hein. On va être carré là. Quand on parle, ce n'est pas vous, monsieur Clément Boulet, qui allez me contredire. Quand nous parlons de droits de l'homme, de quoi parle-t-on exactement? On parle de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la personne qui se porte bien, de la personne qui se porte mal. Okay. Nous parlons de tous les humains. Voilà. Droits de l'homme. Nous parlons de tous les humains, c'est-à-dire femmes, filles, enfants, vieux, vieilles, etc. Ça, c'est le premier élément. En parlant de tous les humains, nous parlons des droits de l'homme de tous les humains. C'est-à-dire de ceux qui ont violé des enfants. Je répète, nous parlons des droits de ceux qui ont violé des enfants. Nous parlons de ceux qui ont profané des cimetières. Nous parlons des droits de ceux qui ont porté outrage à un cadavre. Nous parlons de ceux qui ont été condamnés pour des vols à la tire. Nous parlons de ceux qui ont des droits de sang, de ceux qui ont été condamnés pour crime. Crime de sang. Nous parlons de ceux qui ont détourné des droits de ceux qui ont détourné de l'argent. Nous parlons de ceux qui ont commis des crimes dits terroristes. Et vous en utilisez à vous. Hein? Voilà, vous l'avez utilisé en long et en large, ce concept de terrorisme-là. Et nous parlons bien sûr de ceux qui défendent la dignité humaine. Des droits de ceux qui sont opprimés, détenus, parce qu'ils défendent la dignité humaine. Exemple, Lounas Matoub en Algérie. Exemple, Hassan Khadi en Algérie. Ils défendent la dignité humaine. Voilà. Donc les droits de l'homme concernent tous les humains. Les droits de tous les humains font fi du crime commis ou de la faute commise. Donc, monsieur Clément Boulet, vous êtes un pantouflé dans les organisations internationales. C'est-à-dire, quand je dis que vous êtes un pantouflé, c'est-à-dire que vous avez de solides relations qui vous maintiennent dans les rouages internationaux, dans les bureaux cossus de Genève. Dans les bureaux cossus de Genève, je l'ai cité dans mon ouvrage, le livre de la jarre pour la patrie, que j'ai écrit en 2016 et publié en début 2017, fin 2016 et début 2017. Il est écrit. Vous faites partie de ceux-là. Monsieur Clément Boulet, j'ai dit au début que vous avez été mandaté pour semer encore la pagaille en Algérie. Je répète, que vous avez été mandaté pour semer encore de la pagaille en Algérie. Le mot hirak dans vos mots, sortant de votre bouche, était un leitmotiv. Un leitmotiv.
par les organisations, les solides organisations anglaises, américaines et occidentales en général, pour réanimer ce mouvement dévastateur. Parmi le mouvement Hirak dévastateur, il a fait partie de la chaîne de mouvements qui ont dévasté le monde, du moins une partie du monde. Exemple de dévastation, l'Ukraine. La Géorgie. Ça, c'est dans côté ancien groupe de républiques soviétiques. Égypte, Jordanie, Tunisie, Algérie, Maroc. Maintenant, le Niger, le Burkina, le Mali, le Tchad est entré en scène. Hein. Le Tchad, ça fait à peu près plus de 5 mois, 4-5 mois, même depuis belle lurette. Le Tchad est une grosse plaie en Afrique, là, en Afrique du Nord. Le mot un pays du Sahel me dérange énormément. Hein, d'Afrique, ce sont des pays africains. Il est entré, hein. Il est rentré, mais même si l'entrée en scène, en ébullition du Tchad est l'œuvre des services secrets français, ça c'est clair. Ça c'est l'œuvre de Macron qui veut anticiper, hein, qui veut anticiper les coups du Tchad. Hein. Il veut éviter la réédition des coups du Niger, du Mali, du Burkina, la République centrafricaine viendra à son tour. Hein. Ça c'est l'œuvre de Macron. Hein. Parce que Emmanuel Macron, devrait, au conditionnel, hein, devrait faire partie de ceux qui vous donnent des ordres via les relations pour que vous fassiez ce que vous faites en Algérie. Monsieur Clément Voulet, vous avez été jusqu'à dire votre immense satisfaction, votre joie de l'insertion dans le préambule de la constitution algérienne du mot Hirak. C'est-à-dire la constitution algérienne a fait des mouvements qui l'a ravagé et qui la ravage encore, un élément central des changements pour la démocratie, pour la modernité, pour le développement, toutes ces salades-là. J'ai traité les 2 dernières constitutions de l'Algérie de chiffon. Mes interventions, en plus de mes écrits, sont facilement accessibles. L'Algérie, les Algériens et les Algériennes, quand j'ai commencé à le dire il y a un peu 6-7 ans, certains me riaient, certains peut-être riaient, peut-être on cessait de suivre mes interventions, etc. Grand bien leur face, hein, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ce sont les Algériennes et les Algériens qui vont sauver les Africains, toutes les Africaines et tous les Africains. Et ça se confirme en 2023. Vous avez été, d'après vos mots, vous avez été à Béjaïa. Vous avez rencontré, d'après vos mots, un responsable Wali. Vos mots disent, d'abord, que vous vous êtes tenu uniquement à l'objet de votre fonction, rapporteur
spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association. Réunion pacifique et d'association. Donc, vous avez eu affaire à des fonctionnaires de l'État. Croyez-vous que ces fonctionnaires de l'État sont habilités, autorisés à vous dire plus qu'ils ne doivent vous dire? La première violation des droits humains, Monsieur Clément Boulet, la première violation, la violation mère, hein, la violation mère, c'est la peur. Quand une personne a peur, c'est son droit existentiel, essentiel, qui est violé. Quand une personne a peur, il lui est impossible de dire ce qui lui fait mal, ce qu'elle espère, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut. Elle a peur. Donc, en Algérie et dans tous les pays africains, c'est ce sentiment de peur qui doit être chassé, qui doit être effacé du comportement, de la pensée. Donc, qui crée la peur? Ce sont tous les militaires idiots et imbéciles qui dirigent l'Afrique. Ce sont tous ces prétendus politiques qui se prennent pour des chefs de l'État, qui sont à la botte de leurs militaires et qui ont peur d'Emmanuel Macron, qui ont peur de Vladimir Poutine, qui ont peur de Xi Jinping, qui ont peur de Joe Biden. Qui crée ce sentiment de peur? Donc c'est cela qu'il faudra condamner d'abord. Nous allons aller vers quelque chose de plus général, plus global. Monsieur Clément Boulet, rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association. Je vais passer sur ces histoires de droit de réunion et d'association là. C'est une perte de temps ça. C'est un sujet qui ne devrait même pas se poser là. Vous faites partie de ces personnes qui risquent d'être chassées de tout le système onusien parce que lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, votre boss principal, hein, le boss numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait son message d'adieu dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était plus un discours d'adieu qu'un discours d'ambition, d'objectif, etc. Parce qu'il sait que l'ONU va se casser la gueule, elle se cassera la gueule. Pourquoi je dis que vous risquez d'être une victime de ce que subira l'ONU, sauf si, bien sûr, si vous avez fait apparemment de solides appuis dans les rouages internationaux, vous allez être pantouflé dans une autre organisation internationale pour que vous demeuriez toujours dans le bloc de l'Ouest, où c'est très beau de vivre, hein, c'est très très beau de vivre, hein, vivre sur le lac Léman à Genève, ou bien à côté du Potomac à Washington, ou bien sur le long de la rive Hudson à New York, c'est très beau, hein, c'est très beau. C'est suffisamment pantouflé. Votre carnaval d'Alger est indigne du commissariat aux droits de l'homme. Je ferai de mon mieux pour faire parvenir mes mots à Volker Turk, le haut-commissaire,
qui a remplacé l'ex-présidente du Chili, là, qui est passée par là-bas. Vous avez, dans votre fonction, vous avez travaillé sur certains droits, vous avez travaillé sur l'extractivisme au Togo, etc., etc. Si une amélioration s'est produite dans le droit des Africaines et des Africains, des enfants africains, dans ce qu'ils subissent, rien que dans le domaine de l'extractivisme s'est produit, je l'aurais su, parce que j'essaie d'être à jour. Mais malheureusement, votre pratique des droits humains, autant que le droit des affaires en Afrique, se ressemblent. Je dois être probablement un peu plus pragmatique, probablement. Un peu plus pragmatique. Vous avez parlé de l'uniformisation et de la mise à jour des différents droits algériens. Des différents droits algériens. C'est en 2014 que j'ai quantifié économiquement parlant, c'est-à-dire le montant de milliards de dollars nécessaires pour cette mise à niveau. C'est en 2014, dans le cadre des impacts économiques de ma langue maternelle, Tamazirta, que j'ai failli oublier, que j'ai récupéré grâce à une femme, que je l'ai quantifié. Vous êtes allé trop loin, trop loin dans votre langue de bois. Parce que vous auriez dû soulever d'abord tous les instruments des droits de l'homme auxquels s'oppose l'État algérien. J'ai travaillé sur l'Universal Periodic Review de l'Algérie. Je travaille dans le détail, bien sûr, les anciens. Autant que j'ai travaillé un tout petit peu sur les droits de l'homme en Chine, pour un professeur à l'Université de Montréal. La première violence que vous, en tant que rapporteur spécial de l'ONU sur ces questions-là, c'est une violence que vous devez exercer contre les généraux algériens et contre la présidence algérienne, contre le gouvernement algérien, contre la police algérienne, contre la gendarmerie algérienne, contre les services secrets algériens. C'est qu'ils enlèvent toutes les observations qu'ils ont portées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et tous les instruments accessoires, protocoles et instruments additionnels à la Déclaration des droits de l'homme, tels que la Déclaration sur l'homme, les droits des enfants, la Déclaration sur les droits des femmes, la Déclaration sur la torture, la Déclaration sur les disparus, etc., etc. Tout ça, les femmes, tout ça. J'ai mis... ce travail est disponible. Hein. Ce travail est disponible. Au lieu d'aller sur des considérations de mise à jour des droits, tout d'abord, obliger, contraindre l'Algérie, l'État algérien, à supprimer toutes les observations qui rendent des instruments internationaux non applicables en Algérie. C'est la première. Deuxième, vous auriez dû agir sur l'État algérien pour que tous les corps de répression soient formés aux droits de l'homme. Formés aux droits de l'homme. 3.
c'est que vous auriez dû agir contre l'État, du moins, agir sur l'État algérien pour qu'il accepte la présence d'avocats internationaux lors des procès de certaines personnes, certains types de procès, probablement. Ça sont les trois éléments clés. Vous êtes allé sur des considérations de constitution chiffon algérienne. Vous avez laissé l'essentiel de côté. Monsieur Clément Boulet, c'est dans des conditions de travail un peu difficiles que je fais ça. Que je vous dis que vous auriez dû probablement ramener dans vos bagages mes différentes lettres au commissariat des droits de l'homme à Genève. Je vous invite je ne vous dis pas humblement, hein, je vous invite à écouter toutes mes interventions sur les droits de l'homme, essentiellement contre Emmanuel Macron, contre l'Union européenne, contre le Parlement européen. Je m'interdis de parler de sujets sur lesquels mon ignorance est totale. Je m'interdis ça. Hein, je m'interdis. Vous le répète, avant de terminer, monsieur le rapporteur de l'ONU sur ces questions-là, j'espère que mes mots permettront à mes compatriotes algériens, mes compatriotes africains d'avoir moins peur de fonctionnaires comme vous. J'espère. J'espère que d'autres personnes accableront, remettront à leur place toutes les personnes de votre style, de votre classe, de votre acabit. Merci, monsieur.